Bienvenue dans l'épisode 9 de Sortir du moule. Aujourd'hui, nous explorons deux sujets d'une grande importance pour l'industrie québécoise des polymères. Dans un premier temps, nous aborderons les opportunités d'affaires offertes par les marchés publics pour l'industrie de la plasturgie au Québec. Comment les entreprises peuvent-elles tirer profit de ces marchés en pleine croissance? Quels sont les avantages et les obstacles anticipés? Ensuite, nous plongerons dans l'actualité politique des États-Unis avec un focus particulier sur la campagne électorale présidentielle actuelle. Nous discuterons des implications de cette élection, notamment sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Demeurez à l'écoute, on débute dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Ensemble, nous allons explorer un outil essentiel pour les entreprises québécoises souhaitant accéder au marché public, le système électronique d'appel d'offres SEAO. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Annick Marie Boivin, conseillère en développement des entreprises sur les marchés publics à la Direction des partenariats et du développement local au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Au cours de cette entrevue, Mme Boivin nous expliquera ce qu'est le SEAO, comment il fonctionne et quelles opportunités il peut offrir aux entreprises, notamment aux entreprises manufacturières du secteur de la plasturgie. Nous aborderons également pourquoi certaines entreprises hésitent à utiliser cette plateforme et discuterons d'exemples concrets de succès des entreprises. Nous aurons aussi l'occasion de discuter de ces conseils pour optimiser l'utilisation du SEAO et de l'impact que cela peut avoir sur les stratégies de développement de marché des entreprises. Bonjour Mme Boivin, merci beaucoup de vous joindre à moi pour partager avec nos auditeurs les connaissances essentielles à connaître sur les marchés publics pour pouvoir en tirer profit, notamment via la plateforme SEAO du gouvernement du Québec. Ça me fait plaisir. Si vous le permettez, pour débuter, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est le SEAO et comment ça fonctionne pour les entreprises qui cherchent à obtenir des contrats publics? Le système électronique d'appel d'offres qu'on appelle communément le SEAO, en fait, c'est la vitrine de l'ensemble des appels d'offres publics qui sont lancés par des organismes publics, ce qui inclut aussi les municipalités. Quand on parle des contrats publics, il faut comprendre que le SEAO présente les appels d'offres publics. Ici, on parle des contrats qui sont au-dessus des seuils. Quand on parle des contrats qui sont sous les seuils, contrats gré à gré ou appels d'offres sur invitation, l'entreprise peut s'attendre à trouver pas des offres, mais le résultat, en fait, les contrats qui vont être octroyés. On retrouve aussi dans le SEAO différents avis, comme par exemple les avis d'intention, les avis d'intérêt. Pour le fonctionnement, je vais être bien honnête, il faut que l'entreprise se familiarise avec le SEAO, donc il faut l'apprivoiser, comprendre le fonctionnement, c'est essentiel pour une entreprise. C'est cette étape, en fait, c'est à cette étape-là que je vais vous parler plus des formations qui sont nécessaires à l'entreprise pour être capable de bien manipuler le système d'électronique d'appel d'offres, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Parfait. Bien, écoutez, justement, ça semble être très prometteur pour les entreprises de travailler avec ce système d'appel d'offres-là. Il y a des belles opportunités d'affaires. C'est quoi les principales opportunités que le SEAO offre aux entreprises dans notre industrie? Là, on parle des plastiques, matériaux composites, fabricants de moules. Et pourquoi, selon vous, certaines entreprises hésitent-elles même encore à utiliser ce système-là? Je vais répondre à la première partie de votre question. Quand on parle dans le SEAO, il faut comprendre que le SEAO utilise les codes UNSPSC pour la classification des biens et services. Moi, juste peut-être un petit flash quiz, question rapide pour aider les gens à bien comprendre votre propos. Qu'est-ce que le code UNSPSC, quelque chose comme ça? Je ne sais pas si je le dis correctement. En fait, c'est ça, c'est une classification. Le terme est en anglais, c'est le United Nations Standard Product Service and Code. Mais ce code-là, en fait, c'est une classification. Vous savez, les entreprises connaissent à peu près tout leur code CIAN, qui est en fait le secteur d'activité de l'entreprise. Le code UNSPSC, c'est la classification du produit ou du service que l'entreprise est capable d'offrir. Il existe à peu près 30 000 codes. Donc, c'est important que l'entreprise démêle tout ça avant d'être capable de fouiller dans le SEAO. C'est assez facile, mais il faut quand même qu'elle le sache. Merci beaucoup de la précision. Ça fait plaisir. Donc, une entreprise qui connaît ses codes pour repérer des appels d'offres, c'est effectivement plus facile. Par contre, on a fait quelques extractions dans votre secteur d'activité. Puis pour votre industrie,
On trouve, par exemple, des codes qui sont sac plastique, bac non plastique, contenant à déchets, vaisselle jetable, étagère, mobilier mural, ou encore bac non plastique ou compacteur à déchets ménagers. En fait, il y a plusieurs codes du NSPSC qui sont attribués à votre secteur. Donc, les entreprises, il faut vraiment qu'ils soient capables de faire le pairage entre leurs produits et services offerts et les bons codes du NSPSC. Maintenant, si je réponds à la deuxième partie de votre question, pourquoi les entreprises hésitent? Ben, je vais être honnête. Premièrement, il y a une méconnaissance des règles du système électronique d'appel d'offres et des contrats publics. Les entreprises savent pas trop où s'en aller avec ça, comment est-ce que je fais pour avoir des contrats, comment je fais pour me faire connaître des donneurs d'ouvrage. Et il existe aussi encore plusieurs mythes qui sont associés au marché public. Comme par exemple, un mythe qui me vient à l'esprit, là, ça peut être, ben c'est compliqué. J'avoue, ça peut être compliqué pour une entreprise, mais quand on sait comment faire, ben ça devient de moins en moins compliqué. Donc, puis il y a beaucoup de mythes qui perdurent aussi dans l'ancienne manière de déposer des contrats et tout ça. Ce qui est intéressant quand vous suivez soit nos formations ou nos conférences, c'est qu'on défait un peu ces mythes-là là, qui sont véhiculés encore au niveau de l'industrie. Il y a aussi, au niveau des entreprises qui hésitent, là, on se rend compte qu'il y avait très peu de formation qui existait pour les entreprises, ce qu'on tente de remédier avec le temps, là. Et il y a aussi une rareté d'accompagnement spécifique. Vous savez, une entreprise qui décide de refaire sa chaîne de production, puis qui dit, ben moi, je veux faire du lean, ben elle se trouve un consultant en ligne, puis on fait du lean. Tu sais, c'est assez simple. Au niveau des contrats publics, il y a une petite difficulté là, à trouver quelqu'un pour vous accompagner et à aider à soumissionner. Donc, mais là, c'est dans l'air du temps. En fait, là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont habilités à aider les entreprises à soumissionner. Et dites-moi, quels sont les types de marchés publics les plus courants dans notre secteur que le SEAO met en lumière et que les entreprises risquent de manquer si elles ne sont pas inscrites sur la plateforme? Bon, on a fait des recherches là, dans le système électronique d'appel d'offres, puis on a constaté en fait qu'il y avait plusieurs contrats qui étaient donnés là, dans l'emballage, les contenants en plastique, les équipements et accessoires de fabrication électronique et la vaisselle jetable. C'est drôle à dire, mais ces codes-là sortent beaucoup. Puis on a fait ressortir quelques chiffres, là, mais ici, attention, c'est pas des données officielles, là. C'est juste en fait des extractions qu'on a faites dans le système électronique d'appel d'offres à partir des mots-clés, là. On parle d'environ 400 millions de dollars de contrats dans votre industrie. Donc, hein, C'est pas important, rien. c'est majeur. C'est quand même intéressant. Puis la majeure partie des contrats de ce 400 millions-là là, sont donnés suite à des appels d'offres publics provenant des ministères et du monde municipal. Par contre, on a fait ressortir aussi ce qu'il y avait comme contrat, vous savez, suite à des appels d'offres sur invitation. C'est autour de 2 millions par année, mais où est-ce que moi, ça m'a en fait frappé, là? Il y a 41 millions de dollars de contrats qui sont donnés en gré à gré. Donc, ils sont pas offerts en appel d'offres. Donc, ça, en fait, c'est très intéressant pour l'entreprise à savoir. Puis, une entreprise qui sait non seulement comment trouver les appels d'offres, parce qu'on parle du SEAO, puis on se dit, bon, mais c'est la porte pour les appels d'offres publics, puis c'est des trop gros contrats pour moi. Ben, en fait, il faut aller fouiller en arrière du SEAO les informations stratégiques du SEAO, comme par exemple, qui donne les contrats, quels sont les grands donneurs d'ouvrage qui donnent les contrats, comment je peux faire affaire avec le gouvernement, avec qui je peux contracter, où sont donnés les petits contrats. Toutes ces informations-là stratégiques se retrouvent dans le SEAO, mais les entreprises ne savent pas comment faire. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, outre les appels d'offres officiels qui sont affichés, diffusés, bien en vue. Il y a énormément d'opportunités. Là, je retiens 40 millions l'année dernière là, d'opportunités que si la personne a juste regardé ce qui est affiché dans le SAO, a passé à côté. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis, si je peux vous donner des exemples maintenant, là, comme par exemple dans les extractions qu'on a faites, là, on a vu qu'il y avait des contrats, bac non métallique, contrats contenant à déchets accessoires. Il y a eu un contrat de 66 millions de dollars. Par exemple, vaisselle jetable, sac à ordures, 41 millions de dollars. Quand on regarde contenant, déchets et accessoires, bac et panier. Donc là, on tombe dans un autre code, parce que tantôt, j'ai parlé bac non métallique, mais là, je suis dans bac et panier. Là, on parle 37 millions. Mais là, moi, j'ai répertorié un peu là, à quoi ça ressemblait les contrats.
En descendant la liste, j'ai fait le saut, je me suis dit, mon Dieu, j'ai vu beaucoup de contrats, 50, 70, 100 000 $. Donc là, on se rend compte que c'est des contrats qui sont quand même attrayants pour des entreprises qui disent, hey, moi, je suis pas assez grosse pour être capable d'aller sur les contrats publics. Ben, peut-être que l'entreprise passe à côté des belles opportunités. J'ai même trouvé des contrats aux alentours de 25 000 $ dans une catégorie, là, ameublement et accessoires scolaires, puis institutionnel ou encore balise de déviation. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de ce que l'entreprise cherche, mais aussi ce que le gouvernement a besoin. En fait, c'est un peu du matchmaking entre nos besoins et ce que vous pouvez servir. Tu sais. Oui, exactement. Puis il faut analyser, puis des fois aller voir plus loin parce que ça peut sembler inaccessible ou une demande générique. Mais si on prend contact avec l'acheteur, il y a moyen d'en savoir plus, puis peut-être de voir arrimer le besoin avec l'offre que l'entreprise peut faire. Tout à fait. Et Tout à fait. dites-moi, quels conseils donneriez-vous aux entreprises qui souhaitent optimiser leur utilisation du CAO s'ils veulent augmenter leurs chances de remporter des appels d'offres publics? Bon, première des choses, quand l'entreprise va sur le SEAO, parce que là, il faut comprendre que le nouveau SEAO a été lancé en juin dernier. Il est un petit peu différent de l'ancien, beaucoup plus convivial, mais quand même, il faut se l'approprier. Bon, première des choses, il y a des petites capsules, des petites rubriques là, dans l'aide en ligne dans le SEAO. Donc, les gens peuvent avoir accès à cette information-là. Elles peuvent aussi poser des questions en joignant l'équipe du service d'accompagnement du SEAO. Ça, c'est une ligne qui est dédiée, puis il y a des agents qui sont spécialisés dans le SEAO qui peuvent répondre rapidement à une question. J'avoue que c'est surtout en fait des questions qui sont en lien avec les fonctionnalités de la plateforme. Puis évidemment, ben mieux encore, c'est de s'inscrire à nos formations là. On a un atelier pratique en fait qui a augmenté vos ventes à l'aide du SEAO, puis on l'offre un peu partout au Québec. Mais un conseil pratique que je peux donner là, c'est faire de la veille dans le système électronique d'appel d'offres. Quand on sait comment faire des jumelages, on reçoit par courriel des offres qui pourraient être pertinentes pour notre entreprise, puis on n'a pas besoin de fouiller, elles nous sont envoyées. Puis évidemment, un des meilleurs conseils que je peux donner, là, c'est vraiment de soumissionner quand il y a une opportunité d'affaires, mais surtout quand l'entreprise est prête à le faire. Faut pas se dire, ah, moi, tiens, j'ai le goût de soumissionner, je vais aller voir les offres, là, il y a quelque chose de très, très intéressant, puis essayer de rattraper le temps perdu pour s'organiser pour... Là, ça se peut que la soumission soit un peu boiteuse, puis vous allez avoir un rejet, puis là, vous allez être déçu. Il faut que l'entreprise sache se préparer en amont. Puis quand elle est prête à aller sur les marchés publics, là, après, on fait les recherches dans le SEAO pour être capable de trouver les belles occasions qui pourraient être des contrats intéressants. Donc, c'est important de se préparer. Il faut se pratiquer, il faut se former, comme vous dites, l'explorer. Pas juste dire, hey, il y a une opportunité, il y a de l'argent à faire, go, je postule. On risque de passer à côté, comme vous dites, puis ça va peut-être créer une mauvaise expérience qui fait qu'ils ne retourneront pas, alors qu'avec une bonne préparation, ils auraient probablement réussi. Ben exactement. Puis un exemple que je donne là, quand je fais ma conférence, là, il y a une entreprise un jour qui est venue me voir, puis elle m'a dit, écoute, j'ai manqué une belle opportunité. J'ai dit, ben comment ça se fait? Ben il dit, je l'ai vu l'appel d'offres 2 jours avant que ça se termine. Oui, mais est-ce que tu étais prêt? Ben il dit non. Ben j'ai dit, tu l'as pas manqué, c'est juste parce que c'est pas une opportunité manquée. Là. En fait, c'est une occasion que tu aurais pu prendre pour dire, je vais me pratiquer, je vais me préparer, puis après ça, quand je vais soumissionner, je vais vraiment être en mesure de dire, OK, là, je suis vraiment prête en tant qu'entreprise. Et si j'ai le contrat, ben, je vais être capable de l'honorer parce qu'il y a ça aussi. La préparation à l'entreprise à être capable de soumissionner, c'est d'être capable de répondre au contrat quand tu l'as. Parce que si t'es pas prêt comme entreprise, t'as le contrat, là, il faut que tu t'organises avec. En fait, il faut que tu livres le contrat. Fait que la préparation en amont, les bonnes recherches dans le système électronique d'appel d'offres, puis l'obtention du contrat dans ce que nous, on est capable de livrer en tant qu'entreprise. Et puis, en terminant, est-ce que vous pourriez nous préciser comment le SEAO peut aider les entreprises de l'industrie à anticiper et à se préparer justement ces futurs appels d'offres-là, puis quel impact ça pourrait avoir sur leur stratégie de développement de marché? Parce que, comme on dit, il faut qu'ils se préparent, puis il ne faut pas qu'ils soient pris, comme on dit, les culottes à terre à la dernière minute. Donc, comment ils peuvent se préparer? Ce serait quoi exactement là, cette bonne façon-là? Bon, une des choses qu'on peut faire, là, c'est suivre les avis d'intérêt. Les entreprises pourront se familiariser avec les produits et services demandés par différents organismes publics. Suivre les organismes publics qui lancent les appels d'offres dans son secteur, ça aussi,
Les entreprises peuvent voir, ah, tiens, il a lancé telle affaire parce qu'il y a un besoin dans tel secteur. Ah, tiens, moi, je pourrais y répondre à ça. Fait qu'éventuellement, il va y avoir un nouveau besoin, je pourrais être attentive à ça. Pour avoir une idée du marché des besoins des organismes publics. Parce que nous, on a beau dire en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai un produit X et je veux le vendre. Ça ne veut pas dire que le gouvernement a besoin de ton produit X. Ça se peut qu'il ait besoin d'une petite modification, mais il faut suivre. Puis ça se peut très bien que le gouvernement ait besoin de votre produit tel qu'il est, mais il faut savoir le marché, comment est-ce que ça se joue au gouvernement. Se préparer à envoyer des soumissions aussi, être prêt, implique un travail en amont. Puis une entreprise bien préparée va avoir le temps d'analyser l'appel d'offres puis de soumissionner dans les temps. Comme je disais tout à l'heure, une entreprise qui n'est pas prête va voir son appel d'offres à 48 heures à l'avance. Non, soyez en amont de ça. Soyez prêts, puis après ça, regardez les appels d'offres. Puis quand ils vont vous être envoyés parce que vous allez avoir fait du jumelage, vous allez avoir toute la période de dépôt de soumission pour donner votre soumission. À la dernière minute, c'est pas toujours facile d'envoyer une soumission là, avec les équipes dans l'usine puis tout ça, là, pas toujours évident. Puis, au niveau des impacts, ce qui peut être très important pour une entreprise, là, il y a plusieurs impacts dans l'entreprise, puis c'est avantageux les contrats publics. Bon, première des choses, ça donne une crédibilité à l'entreprise. Vous savez, une entreprise qui dit « je vends au gouvernement », quand elle vend à l'extérieur, en fait, quand elle exporte, c'est très bien vu de dire « ah, tu honores des contrats gouvernementaux », c'est une belle avancée, en fait, pour l'entreprise. Il y a une régularité aussi, une constance dans les besoins des organismes publics. On a à peu près toujours besoin des mêmes affaires, à moins qu'il arrive des projets impromptus, là, mais c'est pas rare qu'il y a une récurrence. Bon, on donne un contrat, le contrat finit dans 3 ans. Ben, dans 3 ans, soyez à l'affût de ce qui va se passer parce que ça se peut qu'il soit lancé un nouvel appel d'offres. Puis là, si votre concurrent, il veut plus soumissionner, ben, c'est peut-être vous qui allez avoir accès à ce contrat-là. Il y a une grande diversité dans les marchés. Le gouvernement achète une multitude de produits et services. Je suis sûre qu'à peu près tous les secteurs d'activité sont capables de trouver leur compte. Il y a aussi l'assurance d'être payé. Ça, c'est quand même un avantage intéressant, là. Il y a une proximité du marché aussi qui est intéressante. Je veux dire, on n'est pas obligé d'apprendre une deuxième langue, changer de devise puis penser à envoyer nos trucs par bateau. On peut faire ça au Québec. Puis, capitaliser sur l'expérience. Une entreprise qui soumissionne une fois va peut-être faire ça un petit peu de façon boiteuse. Oups, elle n'a pas son contrat, mais là, elle a compris certaines choses. On revient sur les soumissions qui ont été rejetées, on revient sur les soumissions non retenues. Puis à un moment donné, oups, vous allez avoir un contrat. Là, vous capitalisez sur l'expérience, vous devenez de meilleur en meilleur. Comme je disais au début, un des mythes, c'est compliqué. Ben, quand on se pratique, ben, on capitalise sur nos expériences. Pour les personnes qui voudraient justement participer aux formations que vous avez mentionnées tout à l'heure ou avoir un peu plus d'informations puis se faire accompagner, où est-ce qu'ils peuvent avoir ce genre d'informations? Où peuvent-elles trouver l'information? Oui, en fait, sur la page du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, on a une page dédiée au marché public. Et sur cette page-là, en fait, ils ont juste à chercher québec.ca, contrat public. Vous allez nous trouver. Puis sur notre page, il y a l'ensemble des formations qu'on donne en présentiel un peu partout. On a aussi des formations asynchrones qui sont en fait en ligne. On a un parcours expérientiel, comment se pratiquer à soumissionner. Ça aussi, ça peut être intéressant. Puis, on a une foule d'outils concrets pour les entreprises qui veulent, comme par exemple, quand je décide de soumissionner, je fais une rencontre. Bon, qu'est-ce que je dis dans cette rencontre-là? Comment j'organise? Ben, on a des outils pratiques pour être capable d'aider les entreprises à soumissionner. Mais allez sur notre page, vraiment, l'ensemble de l'œuvre de ce qu'on fait au ministère est là. Madame Boivin, merci beaucoup. Ça a été très agréable, très intéressant. J'espère qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont faire affaire avec les marchés publics. J'espère. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était Mme Annick-Marie Boivin, conseillère en développement des entreprises sur les marchés publics du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.
Nous avons maintenant le plaisir de recevoir M. Jimmy Jolicoeur, historien, conseiller senior en communication et passionné de politique, pour une discussion fascinante sur l'état actuel de la politique américaine et ses répercussions potentielles pour le Québec. Au cours de cette entrevue, nous allons plonger dans le fonctionnement du système électoral américain. Nous aborderons également les implications potentielles pour le Québec en cas d'une victoire de Donald Trump ou de Kamala Harris. Nous tenterons aussi de comprendre pourquoi les intentions de vote en faveur de Donald Trump restent stables malgré les propos controversés qu'il a pu tenir au cours de sa campagne. Bonjour Jimmy, merci beaucoup de te joindre à nous. Mais ça me fait plaisir, Simon. Alors Jimmy, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement comment fonctionne le système électoral américain, puis en quoi ce mode de scrutin est différent de celui qui est utilisé au Canada? Simon, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est une des grandes problématiques qu'on a, nous, Québécois, Canadiens, lorsqu'on regarde le système électoral américain. On comprend peu ou on comprend pas. Puis dans bien des cas, vu du Québec, vu du Canada, on trouve ça complètement mêlé, là. On trouve ça complètement, je vous dirais, très lourd comme système électoral. Il faut bien comprendre qu'au Canada, lorsqu'il y a une élection fédérale, donc d'ici 1 an et demi, 2 ans, on va avoir une élection fédérale au Canada, c'est organisé par Élection Canada et c'est la même procédure que l'on soit en Colombie-Britannique, au Québec, en Nouvelle-Écosse, c'est la même procédure. Pour ce qui en est d'une élection provinciale, c'est chacune des provinces, mais encore là, ça ressemble. Pour ce qui en est de l'élection aux États-Unis, l'élection du 5 novembre, c'est les 50 États qui contrôlent à 100% leur élection, qui gèrent leur élection, qui légifèrent sur leur élection. Et ce, même si ils ont à élire un président. Ceci étant dit, c'est géré. C'est géré par la Californie, c'est géré par le Maine, par le New Hampshire et ainsi de suite. Donc, toutes les règles sont définies, mais sont définies par les États. Et je vous donne un exemple. Nous, au Québec, au Canada, on peut voter par le vote électronique, mais on peut voter sensiblement avec une bonne vieille boîte de scrutin et un bulletin de vote papier. Mais aux États-Unis, il y a ça, il y a le vote électronique, mais il y a aussi le vote par pointage. Donc, on est capable de pointiller une carte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le 5 novembre, il va y avoir, oui, on en entend beaucoup parler, une élection présidentielle, mais dans tous les États des États-Unis, il va y avoir bon nombre d'élections. Je vous donne un exemple. Tous les représentants, donc les représentants qui sont dans la Chambre des représentants à Washington, il y en a 435, sont tous en élection. Tous les représentants sont tous en élection et les représentants, c'est selon la population d'un État. Donc, vous comprendrez que en Californie, il y a 52 représentants et au Vermont, il y en a 1. Au Texas, il y en a 38. Ça va avec la population des États-Unis, de chacun des États. Donc, eux sont tous en élection le 5 novembre et il y a le Sénat. Le Sénat, donc il y a 50 États aux États-Unis, il y a 2 sénateurs par État, peu importe la grosseur de l'État. Donc le Maine a 2 sénateurs et la Californie a 2 sénateurs et le tiers du Sénat est en élection aux 2 ans. Donc, vous comprendrez que c'est un mandat de 6 ans. Et là, encore là, le 5 novembre, il va y avoir un tiers du Sénat des États-Unis qui va être en élection. Et ça, c'est sans compter qu'il va y avoir près d'une vingtaine de gouverneurs qui vont être en élection, les procureurs, tout le monde est en élection aux États-Unis. Pourquoi? Mais c'est de l'ultra-démocratie. On appelle ça de l'ultra-démocratie. C'est un système politique qu'on comprend peu ou pas. À la base, il faut bien comprendre que c'est un pays qui est né d'une révolution. C'est un pays qui avait un joug, qui était sous le joug de la Grande-Bretagne et qui a fait une guerre d'indépendance. Et en faisant la guerre d'indépendance, ils se sont écrits une constitution qu'ils ont mis en action une dizaine d'années après la guerre d'indépendance. Et c'est là qu'ils ont décidé qu'à peu près tout le monde aux États-Unis serait élu. À peu près tout le monde aux États-Unis, que ce soit le maire, le shérif, le procureur et ainsi de suite, ce qui fait que en Californie, le 5 novembre, le bulletin de vote va avoir un peu plus de 2 pieds et demi. Pourquoi? Parce qu'en plus des représentants, en plus du Sénat, en plus du gouverneur, en plus du président, on en profite pour faire des référendums. Des référendums sur, dans bien des États, l'avortement, l'inscription de l'avortement dans la Constitution, mais aussi des référendums sur l'énergie éolienne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la dernière élection, il y a 3 ans et demi, si je me souviens bien, en Californie, il y avait 5 référendum, en plus de tout ce qu'il y avait à élire. Donc, ça, c'est une des grandes problématiques, ou une des grandes différences.
Autre grande différence par rapport à la politique américaine, par rapport à la politique canadienne, c'est que Simon, toi et moi, on paye des taxes. On paye des taxes municipales, on paye des taxes, donc, et on paye des impôts. On paye des impôts au Canada, des impôts municipaux, des impôts sur nos achats, ce qui fait que nous sommes inscrits automatiquement sur la liste électorale, que ce soit pour le vote fédéral, le vote municipal ou le vote provincial. On est inscrit et si on ne l'est pas, on a une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour s'inscrire sur la liste électorale. Aux États-Unis, il faut qu'on s'inscrive tout court sur la liste électorale. Donc, que tu aies voté il y a 3 ans et demi ou il y a 2 ans, on s'en fout. Il faut que tu te réinscrives élection par élection par élection. Et souvent, c'est là que se gagnent les élections. C'est lorsque les équipes sont capables de bien là, faire sortir le vote au Canada, au Québec, c'est une paire de manches, c'est la journée du vote. Aux États-Unis, faire sortir le vote, c'est aussi partir dans les comtés, partir dans les villages, partir dans les municipalités, dans les villes, faire le tour des quartiers en disant est-ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale? Il y a des États dans lesquels on peut s'inscrire la journée même sur la liste électorale, mais d'autres États où on doit s'inscrire d'avance. Encore là, comme je te disais, 50 États, 50 manières de voir, mais une chose, c'est qu'il faut qu'on s'inscrive sur la liste électorale. Donc, souvent, c'est l'action que les équipes électorales doivent faire, et c'est là il y a 2 choses. Il y a l'argent, mais aussi la capacité d'inscrire des gens sur la liste électorale qui font que les élections se gagnent ou se perdent. C'est une grande définition, là, mais c'est quelque chose qui est présent. C'est l'idée que tout le monde vote tout le temps aux États-Unis. C'est assez complexe quand même. Puis on parle aussi des grands électeurs. Oui, Donc, il y a comme une sous-catégorie. Comment ça fonctionne oui. exactement? Encore là, lorsqu'on a écrit la Constitution américaine qui a été instigée, qui a été signée par 40 pères fondateurs des États-Unis en 1787, on voulait donner du pouvoir à la population, mais ne pas trop donner de pouvoir à la population. On voulait qu'il y ait une balance d'équité en ce qui est trait au pouvoir du gouvernement par rapport à la population. Donc, je vous explique. C'est que dans chacun des États, la majorité gagne la totalité des grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont ça va en fonction de la population de l'État. Donc, il y a 55 grands électeurs en Californie et il y a un minimum de 3 grands électeurs par État. Donc, le Maine, les petits États, l'Iowa, l'Ohio, et ainsi de suite, ont 3 grands électeurs. Les grands électeurs sont au total de 538. Donc, prenons l'exemple, lorsque Kamala Harris va remporter l'État de la Californie, elle va remporter automatiquement 55 grands électeurs. Et pour être président des États-Unis ou présidente des États-Unis, ça prend 270 grands électeurs. Ce qui fait que, comme au Canada, en 2016, lorsqu'il y a eu l'élection du président Donald Trump, il était en compétition, il était en élection contre Hillary Clinton du Parti démocrate. Hillary Clinton a eu 2 700 000 votes de plus que Donald Trump. Mais Donald Trump, par le jeu des grands électeurs, a eu 280 quelque chose comme ça, grands électeurs. Donc, les grands électeurs, les grands États, oui, sont importants, mais c'est pour ça qu'on entend parler aussi des swing states, des États clés. Donc, le Michigan, la Pennsylvanie, l'Illinois, ce sont des États qui ont un certain nombre de grands électeurs et c'est pour ça que Donald Trump ne court plus après la Californie. La Californie, elle est perdue pour Donald Trump. Donc, est-ce qu'il va aller faire des grands rassemblements en Californie? Peut-être. Mais encore là, il reste 55 jours de vote, 50 jours avant l'élection. D'après moi, il va se concentrer vraiment, vraiment, vraiment dans les États où il peut gagner.
Et ça, c'est là qu'il y a comme une espèce d'équilibre. On voulait donner du pouvoir à la population tout en ne donnant pas tant que ça de pouvoir à la population. C'était le jeu des pères fondateurs. Il faut bien comprendre qu'on est à une autre époque. Là. La Constitution des États-Unis, qui est encore aujourd'hui en cours, qui est encore utilisée, qui est une Constitution écrite, elle a été écrite par Thomas Jefferson, qui est le 3e président des États-Unis. Elle a été écrite et signée, comme je te le disais, en 1787. Donc, on est à l'époque des Lumières, on est au siècle des Lumières, on est à Montesquieu et tout, et tout, et tout. Donc, c'est une grande réflexion sur nous, le monde, we the people, le droit d'être heureux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est aussi le droit de ne pas avoir tant de droits que ça face à l'élection présidentielle. Il y a 2 principaux partis, ou même 2 Oui. seuls partis, je crois, là, qui est le Oui. Parti républicain puis le Parti démocrate. Comment ça influence les relations entre le Canada et les États-Unis selon lequel des 2 partis est au pouvoir, notamment en matière de commerce, d'environnement, de sécurité? C'est une bonne question, c'est une question qu'on me pose souvent, que les gens d'affaires me posent souvent, à savoir, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une importance par rapport aux partis politiques? Oui et non. Il faut bien comprendre que le Québec a à sa frontière 4 États des États-Unis. Le Maine, le New Hampshire, le Vermont et l'État de New York. Et dans bien des cas, il y a 4 gouverneurs républicains, 2 gouverneurs républicains et 2 gouverneurs démocrates. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, je te le parle, on parle toujours d'États, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, chacun des États légifère sa législation, chacun des États décide, oui, de son commerce et tout, a une indépendance importante face au pouvoir central et face à ce qu'il peut faire lui-même. Il faut bien comprendre aussi qu'aux États-Unis, le gouverneur des États ou la gouverneure des États, c'est un personnage très, 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 très important. Et avec les États limitrophes du Québec, ça a toujours bien été. Ça a toujours bien été, peu importe le parti politique. Pourquoi? Ben parce que ça fait plus de 200 ans, 250 ans qu'on fait de la business ensemble. T'es déjà à l'époque des 13 colonies britanniques, on faisait déjà de la business avec la Nouvelle-France, la province of Quebec faisait déjà de la business avec les États-Unis. Tu sais, la reconnaissance de la frontière entre les 4 États des États-Unis et le Canada et le Québec, c'est en 1840, avant la création du Canada, qu'on a reconnu les frontières entre le Canada, les 4 États que je t'ai nommés et le Québec. Et le premier traité de libre-échange ou de réciprocité économique, ben, c'était avant le Canada, c'était en 1854. Donc, tout ça pour te dire que le fait économique canadien, québécois, et les États-Unis, les États du nord-est des États-Unis, mais aussi tous les États des États-Unis, c'est un fait accompli. On a toujours fait de la business avec les États-Unis. On fera toujours de la business avec les États-Unis. Tu me parlais de partis politiques. Contrairement à ce qu'on peut croire, parce que nous, au Québec, bon, et de un, la force des médias, et de deux, on se sent, on a eu Bill Clinton, qui est un président démocrate, on a eu Barack Obama, qui est un président démocrate, Joe Biden, qui est un président démocrate, Kamala Harris, qui est une candidate démocrate. Mais avec l'histoire et avec le temps, le Canada, le Québec a toujours été plus proche. Économiquement et côté négociation ou deal là, ou entente avec le Parti républicain. Je te donne quelques exemples. Après la guerre, il y avait Dwight Eisenhower qui était le président des États-Unis. Et Dwight Eisenhower était, et de un, avait été à la tête des armées alliées en Europe. Donc, connaissait bien le Canada, connaissait bien. Donc, il s'est entiché du Canada. Celui qui ressort du lot encore plus, c'est Ronald Reagan. Ronald Reagan, Brian Mulroney, les deux avaient une ligne directe, là. Les deux ont créé la première entente de libre-échange complet avec les États-Unis. Donc, tout ça pour te dire que lorsque Hillary Clinton était candidate du Parti démocrate, elle avait un discours un peu plus protectionniste, un peu plus isolationniste face au Canada. Mais le Canada
le Québec, les États-Unis. Le Canada et les États-Unis, c'est la frontière non protégée la plus longue au monde. Donc, oui, on est voisins. Oui, des fois, on se tire un peu la pipe. Lors du mandat du président Trump, il y a eu une problématique par rapport au commerce du bois d'œuvre. Mais on va toujours s'organiser, toujours s'organiser. Les gouverneurs, les sénateurs du nord-est des États-Unis, des États du nord-est, sont toujours très à l'écoute. Et du Québec, du Canada, et la déléguée des États-Unis à Québec est toujours très à l'écoute du monde commercial. Il faut bien comprendre aussi que les États-Unis, c'est un peuple de commerce. C'est un peuple qui fait de la business. Et c'est un peuple qui fait de la business avec du monde qui veulent faire de la business avec lui. Puis en plus, c'est qu'entre les États-Unis puis le Québec et le Canada, il n'y a pas d'océan, là. Il y a de la terre, il y a des routes, il y a des vannes et il y a une possibilité de faire de la business partout aux États-Unis. Donc, un dans l'autre, oui, les partis politiques sont... C'est sûr que là, on écoute Donald Trump, on est un peu effarouché, là. Parce que là, il dit à peu près n'importe quoi, il parle de la Constitution des États-Unis, on a peur qu'il s'en prenne à la Constitution des États-Unis. Mais du côté économique, on a toujours fait, on en fait toujours et on en fera toujours. Il va y avoir à un moment donné quelques défis, mais encore là, c'est ouvert parce qu'on se comprend bien. C'est des peuples qui se comprennent bien. Le Canada, le Québec et les États-Unis. Mais justement, quand tu parles de Donald Trump, là, puis par rapport à ce qu'il dit, comment t'expliques que les intentions de vote en faveur de Donald Trump ils restent stables malgré qu'il y a différents propos qui sont controversés, qui tient depuis le début de sa campagne et même hors campagne? Ah, tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose on est encore nous-mêmes, là, Québécois, Canadiens, on écoute ça, puis on vient tout croche, là. On vient vraiment tout croche en disant, Colin, ça a tellement... Pour ceux qui ont écouté le débat du début de semaine avec la candidate Harris, il s'est dit des choses là-dedans On parle extraordinaires. en passant du débat de début septembre, parce qu'il faut considérer que les Ouais, gens ouais, vont ouais, l'entendre en octobre. excusez, ouais, excuse-moi, Simon, tout à fait. Donc, du débat de début septembre, il s'est dit des choses horribles, là. Des choses qui, dans la bouche d'un politicien ou d'une politicienne québécoise ou canadienne, ça serait son coup de mort right now, là. Mais aux États-Unis, Donald Trump a dit n'importe quoi depuis toujours. Et c'est comme si on acceptait la situation. Et c'est comme si il y a des choses qu'on peut pas comprendre aux États-Unis. C'est un peuple intelligent, c'est un peuple de fort, c'est un peuple de commerce, c'est un peuple, tu sais, dans les 5, 6 plus grandes universités au monde sont sur le territoire des États-Unis, là, dans la région de Boston, UCLA, USC, ce sont des des grands lieux de savoir. Mais on a encore des gens qui disent que Donald Trump parle directement avec le bon Dieu. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut comprendre. C'est quelque chose ça fait partie de leur psyché. Ça fait partie d'apprécier quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort. Et je pense aussi qu'avec le temps, le taux d'acceptabilité des commentaires de Donald Trump s'est élevé. Et c'est comme si aujourd'hui, il disait une niaiserie, puis on dit une niaiserie. En 2016, 2015, moi, je me souviens qu'à une certaine époque, il était parti en guerre contre le président Barack Obama, disant, parce que pour être président aux États-Unis, tu as deux choses qui sont tout à fait importantes. Tu dois avoir 35 ans et plus, et tu dois être né aux États-Unis. Non pas d'être américain immigrant. Il faut que tu sois né aux États-Unis. Et il était parti en guerre sur le fait que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, ce qui était tout à fait faux. Mais les gens ont accepté en disant « Ah, il dit des niaiseries. Ah, OK, il dit des niaiseries. Ah, il dit des niaiseries, il dit des niaiseries. » Mais là, il dit tellement des niaiseries extraordinaires que même les grands médias dits nationaux ne commentent à peu près plus. Et ça, c'est des choses qu'on a de la misère à comprendre de notre côté. On a tous et toutes rencontré des gens d'affaires, des hommes et des femmes avec qui on fait de la business, qui sont aux États-Unis, mais on le sait pertinemment qu'il faut pas qu'on embarque sur le sujet de la politique parce qu'on s'entendra jamais.
On s'entendra jamais. Au Québec, Québec et au Canada, on est de centre droit. On est principalement au centre et avec peut-être au Québec, principalement une poussée à gauche en ce qui a trait au programme collectif et tout, et tout, et tout. Aux États-Unis, encore là, aux États-Unis, des États libéraux total, le Colorado, l'État de New York, les États du nord-est des États-Unis, cohabitent avec des États de droite complets. Là. Les États du sud des États-Unis, c'est des États où on a de la difficulté à avoir une syndicalisation, où encore aujourd'hui, même si elle est illégale, il y a des soubresauts un peu de racisme. C'est des choses qu'on a de la difficulté à comprendre. Mais écoute, c'est des choses. L'exemple que je te donnais l'autre jour, Simon, c'est qu'il y a l'équivalent d'un Québec, donc autour de 10 millions de personnes aux États-Unis, qui encore aujourd'hui, là, on est en 2024, reconnaissent comme religion d'être créationnistes. Créationniste, là, c'est que Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le dimanche. Donc, en 2024, des hommes et des femmes intelligents, lorsque tu leur dis qu'il y a eu le Big Bang, qu'il y a eu la théorie de l'évolution, n'y croient pas du tout, du tout, du tout. C'est ça, les États-Unis. Donc, il faut vivre avec. Il faut pas questionner les Américains. Il faut pas questionner cette chose-là. Je vous dirais, parce qu'on peut pas comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Totalement. Parce qu'on n'est pas là, on n'a pas à voter pour les États-Unis, on n'a pas à voter pour un président, mais c'est nos frères, c'est nos cousins. Puis encore là, je parle souvent avec des gens, que ce soit des entreprises dans la Beauce ou un peu partout à travers le Québec, on a tous et toutes de la famille qui a quitté pour les États-Unis à la fin du 19e siècle. Ce qui fait que les États-Unis, c'est un peu nous aussi. Mais de ce côté-là, côté pensée politique, pensée communautaire, pensée, on est souvent à 1000 lieues, à 1000 lieues. Pourquoi, dernière petite chose, pourquoi un homme qui a 3 divorces, pourquoi un homme qui a fait des enfants avec 3 ou 4 femmes différentes, puis qui a fait des enfants encore là, il y a peut-être d'autres enfants autour de lui, est reconnu par toute la tranche religieuse chrétienne du sud des États-Unis comme étant le Messie? Je peux pas dire, je peux pas comprendre totalement pourquoi le tout. Mais ça fait partie de la particularité des États-Unis d'Amérique. Une grande diversité. Ben, Jimmy, merci beaucoup. Ça nous éclaire. C'est vraiment intéressant. Ça nous met bien des choses en perspective. Tout à fait, mais c'est de lire là-dessus, de lire. Puis là, jusqu'à la campagne, jusqu'à l'élection du 5 novembre, ben, nos médias vont être, première chose, de beaucoup lire, mais aussi d'aller voir aux États-Unis ce qui se passe. Parce qu'au Québec, souvent, nos médias ont peut-être un petit biais en ce qui a trait à la politique américaine. Donc, profitez des différents canaux de communication qui sont disponibles pour aller voir l'information pour se faire une idée par nous-mêmes. Tout à fait. Merci beaucoup, Jimmy. On se reparle très bientôt. Avec plaisir, Simon. C'était M. Jimmy Jolicoeur, historien, conseiller senior en communication et passionné de politique. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymèrequebec.com.